Voilà, donc là, l'enregistrement est lancé. Donc, on commence avec une question sur la première semaine de développement. Dans le cours d'introduction, on nous dit que l'organogénèse débute à la fin de la 3e semaine et se poursuit jusqu'à la fin de la période fœtale. C'est vrai. Cependant, dans le cours sur le mésoblaste, on nous dit que l'organogénèse a lieu jusqu'à la 8e semaine. Alors effectivement, c'est un de mes cours en plus, hein, c'est moi qui dis ça, et c'est vrai que c'est assez imprécis, puisque je n'ai pas précisé dans ce cours sur le mésoblaste quel type d'organogénèse. Alors ça a créé des inquiétudes chez certains. Si dans un QCM à l'examen on nous parle d'organogénèse sans préciser, faut-il considérer qu'il s'agit de la 1 ou de la 2, etc. Donc ne vous inquiétez pas. Dans l'examen de fin d'année, ça sera précisé. Je fais les items de façon très précise pour qu'il n'y ait pas de confusion possible et que les réponses ne fassent appel qu'à vos seules connaissances et pas à l'interprétation de la question. Donc soyez rassurés avec ça. Ce qu'il faut retenir pour les définitions, c'est ce que vous voyez dans ce premier cours de présentation. Cette année, il semble important de savoir à quel moment l'on peut véritablement parler d'embryon. Les étudiants aimeraient savoir à quel moment on va parler d'œuf, de blastocyste ou d'embryon. Alors effectivement, cette année, donc c'est peut-être les tuteurs qui l'ont remarqué ou ceux qui ont comparé au cours précédent, on s'est attaché à bien différencier le terme d'embryon. Pourquoi ? Tout simplement par rapport aux recherches actuellement qu'on peut mener sur l'embryon. Donc on voulait vraiment définir cette période. Alors tout d'abord, tout va commencer par un œuf qui va être fécondé. Cet œuf fécondé, il porte également le nom de zygote. C'est les stades qui vont suivre immédiatement la fécondation et ensuite qui vont s'enchaîner avec les mitoses de segmentation. Donc œuf fécondé, zygote, on peut l'employer en fait un petit peu tout le temps, même si c'est pas juste. Même si c'est pas très précis, je veux dire. Le zygote, il se divise et ensuite il va se creuser d'une cavité. Il prend donc le nom de blastocyste. Le terme d'embryon est à réserver à la formation du disque embryonnaire didermique. Donc la problématique, elle est liée au fait qu'on ne peut pas employer le terme d'embryon avant la formation de ce disque embryonnaire didermique, qui correspond aux deux feuillets, c'est-à-dire l'épiblaste et l'hypoblaste. On le revoit un petit peu plus loin par rapport à d'autres questions que j'ai reçues. Par contre, les termes d'œuf fécondé et de blastocyste, même s'ils ne sont pas vraiment justes, ils peuvent être utilisés au-delà. Et c'est d'ailleurs ce que vous avez remarqué dans le cours sur la 2e semaine. L'enseignante dit « La circulation utérolacunaire est à l'origine des premiers échanges entre le blastocyste et la mère. » À ce moment-là, il aurait effectivement mieux valu dire entre le disque embryonnaire didermique et la mère ou entre l'embryon et la mère. Question suivante. À propos de la 2e semaine de développement. L'un de vos items concernant ce schéma, la circulation utérolacunaire est en place, une étudiante se demande si celui-ci est à compter comme vrai parce que la circulation est seulement en train de se mettre en place, elle est débutante. Et je pense que c'est ça qui pose le problème à cette étudiante. Donc, sur ce schéma, on va y revenir. Vous voyez que le disque embryonnaire, il est complètement implanté et que dans le syncytiotrophoblast, ici, mais on le reverra, il y a une communication avec les vaisseaux maternels. Ce que vous voyez en gris, c'est le sang. Hein, donc ici, on a le vaisseau maternel, ici le syncytiotrophoblast, et ici, il y a le sang. Le but de cette communication ultérieure, c'est de pouvoir faire les échanges fœto-maternels et donc ça va rentrer dans la constitution du placenta. Même si la circulation placentaire, c'est-à-dire la circulation utéroplacentaire, n'est pas complètement terminée à ce stade, il est vrai de dire que la circulation lacunaire est en place. Donc ça, c'est important de le voir. C'est-à-dire qu'il y a une communication, c'est à ce moment-là qu'il y a une communication entre le sang d'origine maternelle
et le syncytiotrophoblast. Les intégrines sont des molécules d'adhérence trophoblastique. Ça, c'est vrai, vous devez le savoir. Cependant, pouvez-vous confirmer que celle-ci ne se trouve pas sur le trophoblast, mais bien sur le syncytiotrophoblast? Donc, je le confirme, on va le voir sur les schémas ultérieurement. D'où la question suivante. Un item du type « Les intégrines présentes sur le trophoblast sont des molécules d'adhérence, serait-il à compter comme faux ?» Alors, encore une fois, peut-être que l'item n'est pas assez précis dans cette situation, et je vais mieux vous expliquer sur les schémas. Donc là, ce sont des schémas à l'étape d'intrusion. Je vous ferai un récapitulatif un petit peu après. Et vous voyez donc que le blastocyste, c'est-à-dire l'œuf fécondé qui s'est creusé de cette cavité que l'on appelle le blastocèle ici la masse cellulaire interne, et en périphérie, le trophoblaste, ici. Mais vous voyez que dès que l'œuf fécondé rentre en contact ici avec la muqueuse de l'endomètre, avec la muqueuse utérine, ce sont les cellules que vous voyez en orange, il se met à avoir une prolifération et une différenciation de ce trophoblaste, qui se différencie ici en violet en cytotrophoblast, qui lui-même va se différencier en syncytiotrophoblast. Donc, effectivement, si on regarde le schéma, les molécules d'adhérence, elles sont sur le syncytiotrophoblast, puisque c'est lui qui vient s'insinuer entre les cellules épithéliales et puis ensuite qui va éroder la lame basale et rentrer dans le chorion. Cependant, on dit que ces intégrines, elles sont d'origine trophoblastique, parce que par abus de langage, tout ça, c'est considéré comme du trophoblaste. D'ailleurs, ce feuillet trophoblastique, ici en périphérie, il va ensuite complètement se différencier en cytotrophoblast au fur et à mesure que l'œuf fécondé pénètre dans le chorion. Donc, est-ce qu'un item, si on revient à la question posée par l'étudiant, est-ce que l'item sera à compter juste ou faux? Je ne pense pas que j'aurais formulé un item comme ça, mais je pense que par abus de langage, il faudrait le compter juste peut-être. J'ai pas d'avis précis sur cette question qui, je pense, est un petit peu litigieuse. En tout cas, si on regarde le schéma, voilà, les intégrines, elles sont bien sur le syncytiotrophoblast. Alors, est-ce que ça va toujours? Ok. Serait-il possible de faire un récapitulatif des étapes de la deuxième semaine en simultané? Alors, ça c'est important. Qu'est-ce qui se passe pendant cette deuxième semaine? Fin de première semaine, deuxième semaine. On a le blastocyste ici, qui est libre, qui est complètement débarrassé de la zone pellucide, elle n'est plus là en périphérie, il est complètement limité par ce feuillet, du coup, vous connaissez bien son nom, c'est le trophoblaste. Et ici, en bleu, c'est un amas de cellules que l'on appelle la masse cellulaire interne. La présence de cette masse cellulaire interne excentrée comme ça à un pôle de l'embryon, constitue le pôle embryonnaire. On voit donc que le blastocyste, il vient s'apposer par le pôle embryonnaire sur l'endomètre. La muqueuse, ici, les cellules épithéliales, sont marquées en jaune. Donc là, vous voyez l'endomètre avec les glandes. Tout ça, ce sont les glandes, et ça, c'est le revêtement épithélial de l'endomètre. Donc on voit qu'à J6, ça va s'apposer, et au fur et à mesure, il va y avoir des étapes qui vont contribuer à faire pénétrer cet œuf fécondé, ce blastocyste, au sein du chorion de l'endomètre. Le chorion, c'est une définition histologique, c'est tout ce que vous avez sous l'épithélium. Mais parallèlement, vous voyez qu'au fur et à mesure que ça pénètre, on observe également une différenciation. Par exemple, ici, on commence à voir une différenciation au niveau de la masse cellulaire interne qui se différencie en deux feuillets, l'hypoblaste et l'épiblaste. Ensuite, on peut voir qu'il y a des cavités qui vont se former. La cavité amniotique, la vésicule vitéline ici, c'est la secondaire, je vais revenir dessus, le cellome externe. Et in fine, à la fin du 14e jour, on arrive
à cette structure avec un embryon qui est sous la forme d'un disque embryonnaire didermique, appendu dans une cavité qui s'appelle le cellum externe, relié à la sphère choriale. Donc la sphère choriale, maintenant vous avez vu avec ce cours hein, sur le placenta, ça va contribuer à faire le placenta. Donc il est relié à cette sphère choriale, à cette sphère périphérique par le pédicule embryonnaire. Donc maintenant, c'est ce qu'on va voir de plus en détail. Mais retenez bien qu'on doit passer de ce stade-là à celui-ci. Donc on voit bien qu'en parallèle, il y a des mécanismes d'invasion, d'intrusion, de circulation utérolacunaire et de différenciation, de formation des cavités. Donc tout commence par la position, donc on est environ à J6. Alors vous verrez, il y a des dates qui sont assez précises dans les cours, J6, J7, J8, J22, pour les battements du cœur on y reviendra. Ce sont des dates un petit peu clés. Mais généralement, en embryologie, il y a différents experts, différentes études qui ont été menées en Europe ou à l'étranger, et on dit qu'on n'est pas à J1 près. Il peut y avoir des variations de nomenclature. Donc ne vous inquiétez pas pour les QCM, je ne fais pas de piège sur le J1 près. S'il y a un piège sur une datation, c'est un piège qui va être beaucoup plus gros, quelque chose vraiment d'anachronique. Alors à J6, c'est le début de l'anidation. Donc on a l'accollement du blastocyste, c'est ce qu'on vient de décrire. Donc il faut que l'endomètre soit réceptif, hein, qu'il soit prêt à accueillir cet œuf fécondé, ce futur embryon. Et il faut que lui, l'œuf fécondé, le blastocyste, il ait envie de s'accrocher. Donc lui, il faut qu'il soit actif. Ensuite, il y a un mécanisme d'adhérence. Donc dès qu'il y a adhérence, hein, dès que le trophoblaste vient au contact des cellules épithéliales de l'endomètre, de la muqueuse, il y a une prolifération et une différenciation en cytotrophoblaste et en syncytiotrophoblaste. Si vous regardez le schéma, à ce stade-là, on est toujours au niveau, on observe toujours la masse cellulaire interne. Donc là, ici, ça prolifère, la masse cellulaire interne est toujours présente, le glycocalyx a été clivé, ça a pu révéler des molécules d'adhérence, et donc ça fait une adhésion forte. Une fois que cette adhésion forte a été faite, le syncytiotrophoblaste, il va venir s'insinuer dans la muqueuse, hein, au travers des cellules épithéliales, et c'est ce qu'on appelle l'intrusion. Donc pour ça, ça fait encore intervenir des mécanismes complexes, donc d'intégrine, hein, c'est des complexes ligand-récepteurs. Pendant cette période d'intrusion, il se passe des choses au niveau de la masse cellulaire interne. Donc ici, ce n'est pas visible sur ce schéma, là c'est le début de l'invasion ici. Pardon, j'ai dit intrusion, mais c'était invasion. Hein. Pendant l'invasion, ici, voilà, ça a franchi la membrane basale et ça rentre vraiment dans le chorion. Et il commence à y avoir des modifications de la masse cellulaire interne. Donc ces étapes d'invasion, elles ont lieu entre J7 et J9, et c'est autour de J8 que va commencer à se former le disque embryonnaire didermique. Donc le disque embryonnaire didermique va continuer à pénétrer dans le chorion, et ensuite on va pouvoir observer la première poussée de l'hypoblaste qui va venir former la vésicule vitéline primitive. Donc on passe de ce schéma ici à ce schéma-là, avec le disque embryonnaire didermique qui est complètement implanté. Et d'ailleurs, vous remarquez qu'en périphérie, il n'y a plus de trophoblaste. Il n'y a plus que du cytotrophoblaste et du syncytiotrophoblaste. En surface, on remarque ici un petit bouchon de cicatrisation, de coagulation, que l'on appelle le bouchon de fibrine, qui vient refermer la muqueuse utérine. L'embryon est donc constitué à ce stade d'un feuillet épiblastique, c'est l'épiblaste primitif, d'un feuillet hypoplastique. Et il y a également eu formation de 2 cavités. J'y reviens, je crois, sur la slide d'après. Donc on continue avec ces étapes de nidation. Donc l'embryon est complètement implanté, les 2 cavités sont formées. On voit même qu'il y a un feuillet vert ici qui est apparu. Vous savez ce que c'est ? C'est le mésenchyme extra-embryonnaire, mais surtout ce qui nous intéresse dans cette étape de nidation, c'est qu'on voit, comme je l'ai rappelé au tout début, qu'il y a un début de circulation utérolacunaire.
Donc ici, ce sont les vaisseaux maternels. Et il y a eu, par un mécanisme de lyse enzymatique, la rupture de la paroi de ces vaisseaux maternels, et ça permet que les lacunes du syncytium trophoblast rentrent en communication avec le sang maternel. Et vous voyez que les lacunes se remplissent ici au fur et à mesure de sang maternel. Donc, parallèlement à la formation de cette circulation utérolacunaire, on a la formation du mésenchyme extra-embryonnaire, le feuillet en vert sur le schéma, et on aura également, ici schématisé par les flèches, la deuxième poussée de l'hypoplaste qui va venir former la vésicule vitéline secondaire. Donc c'est ce qu'on peut voir également sur la suite de ces schémas. Donc l'anidation, on va dire, est terminée, puisque l'embryon est complètement rentré dans le chorion de l'endomètre et puisque la circulation utérolacunaire est en place. Une première poussée de l'hypoblaste, ici, est venue tapisser le blastocèle. Le blastocèle change alors de nom, puisqu'il est tapissé par des cellules hypoblastiques. Et il prend le nom de vésicule vitéline secondaire. Il y a ensuite une deuxième poussée de l'hypoblaste, un petit peu plus tard, qui vient tapisser cette première poussée hypoblastique. Les cellules, la couche de cellules qui tapissait la vésicule vitéline primitive, vous savez, on l'appelle la membrane de Heuser. Donc cette deuxième poussée d'hypoblaste, elle vient tapisser la membrane de Heuser et transforme la vésicule vitéline primitive en vésicule vitéline secondaire. C'est ce que vous voyez ici. Ici, il y a les deux feuillets. Mais ça ne va pas jusqu'au bout. Cette deuxième poussée hypoblastique, elle s'arrête et les bords, en fait, de la vésicule vitéline viennent se rejoindre. Et donc, ça forme un petit kyste ici qui est exclu, que l'on appelle le kyste exocélomique. Et la vésicule vitéline secondaire se forme ici. Avant, il y avait également eu une poussée au niveau de l'épiblaste. Cette première poussée de l'épiblaste, elle a constitué ici la cavité amniotique. Alors la cavité amniotique, elle s'est creusée par apoptose du cytotrophoblast. Alors c'est avant, je vous le montre mieux. On la voit mieux ici, la formation de la cavité amniotique. Donc, pour former la cavité amniotique, il y a un phénomène d'apoptose. Il faut qu'un trou se forme, qu'une cavité se forme. Elle a lieu ici dans le cytotrophoblast. Et ensuite, il y a une poussée de l'épiblaste secondaire qui vient tapisser cette cavité. Et ces cellules nouvellement formées s'appellent les amnioblastes. Donc, on en était là avec ici la cavité amniotique en haut, la vésicule vitéline secondaire en bas. En vert, vous avez remarqué, à la fin de l'anidation, au moment de la circulation utérolacunaire, l'apparition de ce feuillet vert qui se nomme le mésenchyme extra-embryonnaire. Ce mésenchyme, il vient s'interposer entre le feuillet violet en périphérie, qui correspond au cytotrophoblast, et les amnioblastes qui bordent la cavité amniotique, et la vésicule vitéline primitive ici en bas. Le mésenchyme extra-embryonnaire, dans un deuxième temps, il va se creuser de lacunes. Donc il se forme des trous. Ces lacunes, elles deviennent de plus en plus grandes et elles confluent pour former qu'une seule grande cavité, que l'on appelle le cellum externe. Il est externe parce qu'il est en dehors de l'embryon. L'embryon, ici, ça va être ça. Là, on est en dehors. Ce cellum, donc le cellum externe est formé et il va rester du mésenchyme extra-embryonnaire à plusieurs endroits. Contre la sphère choriale, en périphérie, c'est ce que l'on appelle la lame choriale. Il reste du mésenchyme extra-embryonnaire contre la cavité amniotique, c'est ce qu'on appelle la lame amniotique, et il en reste contre la vésicule vitéline secondaire, c'est ce que l'on appelle la lame vitéline. Et ici, vous voyez qu'il reste un pédicule, un lien entre l'embryon qui est suspendu dans le cellum externe et la cavité choriale en périphérie. Ce pédicule, il s'appelle le pédicule embryonnaire.
Donc voilà un petit peu pour ce récapitulatif. Et il est vraiment très important pour vous de savoir que voilà, tout se passe en même temps et que les périodes se chevauchent. Et donc, on n'est pas un J1 près. Tout ça, c'est une chronologie. Tout ce qu'on a fait dans ce cours, c'est une chronologie pour vous montrer un petit peu les différentes étapes successives. Et voilà. Donc, on est parti de là, du blastocyste, et on a terminé avec un disque embryonnaire didermique suspendu dans le cellome externe, relié à la sphère choriale par le pédicule embryonnaire. Le disque embryonnaire didermique est limité en haut par la cavité amniotique, en bas par la vésicule vitéline secondaire. Et ici, le kyste exocélomique qui va complètement disparaître. Alors, on va passer à la 3e semaine. Est-ce que ça va encore pour vous? Ok. Dans votre cours sur la 3e semaine de développement embryonnaire, dans un QCM de fin de cours, un QCM de fin de cours qui pose problème. Parmi les propositions suivantes concernant le processus cordal, vous comptez l'item suivant comme vrai. Le processus cordal formera le nucleus pulposus des disques intervertébraux. Certains étudiants se demandent si cet item ne serait pas à compter comme faux, car c'est bien la corde qui en sera à l'origine et pas vraiment le processus cordal. Alors tout à fait, j'apporterai un erratum, cet item il est vraiment litigieux. Alors bien sûr, vous savez que le processus cordal il va évoluer pour former la corde définitive. Hein, donc c'est une des étapes de la formation de la corde, mais ce qu'on dit vraiment plus loin dans le cours, c'est que le nucleus pulposus, hein, donc cette partie centrale qui vient constituer les disques intervertébraux, elle dérive vraiment de la corde. Donc là, c'est litigieux et on pourrait le compter comme faux. Encore une fois, rassurez-vous bien, les items pour l'examen sont vraiment très précis. Le but de ces questions d'ailleurs, de fin de cours, comme les questions du tutorat, qui sont très bien faites, elles sont parfois très précises et parfois elles peuvent vous pousser un peu dans vos retranchements. Mais l'intérêt, c'est de pointer justement un petit peu toutes les spécificités du cours, de vérifier que vous avez bien appris. Ensuite, les questions à l'examen, c'est pas qu'elles sont plus simples, il faut quand même bien maîtriser son cours, mais elles sont souvent dans un cadre un petit peu mieux posé. Alors, les étudiants aimeraient savoir pourquoi on parle d'accollement épiblastique et hypoblastique au niveau des membranes pharyngiennes et cloacales, qu'ils se demandent s'il n'y a pas de différenciation ou de migration à ce niveau. Alors ça, c'est un changement par rapport au cours que je faisais précédemment. On a harmonisé au niveau national et on a aussi simplifié un petit peu du coup au niveau pédagogique. Donc vous, ce qu'il faut que vous reteniez bien cette année, c'est qu'effectivement, au niveau des deux membranes, les feuillets épiblastiques et hypoblastiques restent accolés. Et comme il n'y a pas de migration de mésoblastes intra-embryonnaires dans ces territoires, on considère qu'il n'y a pas de différenciation. Donc ça, c'est important, c'est texto le cours. Les membranes pharyngiennes et cloacales, ce sont des accolements d'épiblastes et d'hypoblastes. Je vous avais remis ce schéma sur la mise en place des 3 feuillets. Vous savez que c'est l'étape que l'on appelle la gastrulation, c'est important à savoir. Cette étape de gastrulation, elle aboutit à la formation de 2 nouveaux feuillets, l'antoblaste, ici en jaune, qui vient remplacer l'hypoblaste, le mésoblaste en vert, qui vient s'insinuer entre l'antoblaste en bas et l'épiblaste en haut, qui n'a pas été encore différencié. Ce mésoblaste, il prolifère partout, sauf à 3 endroits, au niveau de la membrane pharyngienne en avant et de la membrane cloacale en arrière, puisque les feuillets hypoblastiques et épiblastiques restent accolés. Et également, dans un premier temps, il reste vide à l'endroit de l'emplacement de la future corde. Une fois que tout ceci est formé, il y a une différenciation de l'épiblaste
qui prend le nom d'ectoblaste. Donc ici encore, vous pouvez voir les membranes, la membrane pharyngienne en avant, la membrane cloacale en arrière. À propos de ce QCM. Alors oui, on m'a communiqué ce QCM. Alors je pense qu'il y a une incompréhension, parce que du coup hier j'ai réécouté la vidéo, et un étudiant ne comprenait pas pourquoi les items D et E étaient vrais, mais les items D et E sont faux, hein, c'est ce qui est dit dans la vidéo, donc je vous l'ai remis. Je ne sais pas d'où vient cette confusion. Donc, parmi les propositions suivantes concernant la neurulation primaire, quelles propositions sont exactes? La plaque neurale correspond à un épaississement entoblastique. Donc ça, c'est faux. Vous devez vraiment le savoir. Hein. L'entoblaste, c'est le feuillet donc, qui est en bas, hein, qui est contre la vésicule vitelline secondaire. Hein, donc la plaque neurale, c'est un épaississement au niveau de l'ectoblaste, de la partie dorsale de l'embryon. La plaque neurale se met en place en avant du nœud primitif. Oui, hein, elle a une forme de raquette et c'est là où ça commence à s'épaissir et à se différencier. Les bords latéraux de la plaque cordale se relèvent pour former la gouttière neurale. Alors ça, c'est un piège classique de vocabulaire. Ce n'est pas du tout la plaque cordale, mais c'est la plaque neurale. La plaque neurale, donc voici les deux items qui posaient problème à l'étudiant. La plaque neurale est fermée en avant par la membrane pharyngienne. Alors là, ça n'a rien à voir. Hein, et la plaque neurale est fermée en arrière par le nœud primitif, ça n'a rien à voir non plus. Ce qu'on va voir sur les schémas que je vous présente, alors là c'est le récapitulatif parce qu'on m'en avait demandé un aussi. Une fois que la plaque... Moi, je vais faire le récapitulatif dans l'ordre. Donc, plaque neurale est fermée en avant par la membrane pharyngienne, c'est faux. Hein, c'est l'intestin primitif antérieur. Et la plaque neurale est fermée en arrière par le nœud primitif. Non, aucun lien. Alors, l'ectoblaste, donc le feuillet qui s'est différencié, le feuillet dorsal, pardon, qui s'est différencié après la gastrulation, va évoluer. Il va se transformer en neurectoblaste. Ce sont les cellules ectoblastiques qui vont constituer la plaque neurale, donc en avant du nœud primitif. Et tout ce qui ne va pas se différencier en neurectoblaste va devenir de l'épiblaste secondaire. Les cellules que l'on va trouver à la jonction entre le neurectoblaste, donc la plaque neurale, et les cellules de l'épiblaste secondaire vont prendre le nom de crête neurale. C'est ce que vous voyez en orange ici sur le schéma. Donc la plaque neurale au centre, formée par le neurectoblaste, l'épiblaste secondaire ici en périphérie, et à la jonction, les crêtes neurales. Cette plaque neurale, elle va progressivement se creuser et venir s'enfoncer dans le mésenchyme sous-jacent. Pourquoi est-ce qu'elle se creuse à votre avis? Ce n'est pas représenté sur le schéma, mais ici vous avez quelque chose. De part et d'autre, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est le mésoblaste. C'est le mésoblaste paraaxial qui commence lui aussi un petit peu à proliférer, ce qui fait que ça aide cette gouttière à pénétrer dans le mésenchyme. Ensuite, la gouttière, elle rentre de plus en plus profondément et elle va venir se fermer ici pour former le tube neural. À ce moment-là, les crêtes neurales, que vous pouviez observer ici en orange, vont se détacher et elles vont migrer. Et vous allez voir que ces crêtes neurales, elles vont migrer dans différentes parties du corps et qu'elles vont contribuer à la formation, elles vont participer à la formation de très nombreux organes ou cellules. Donc autour du 22e jour, les bords de la gouttière neurale vont se rapprocher et fusionner. C'est ce que l'on peut bien observer ici sur la face dorsale de l'embryon. Donc ici, on regarde l'embryon vu d'avion. Hein, on est en haut, on est placé dans la cavité amniotique et on regarde son dos. Donc ce qu'on voit, c'est le tube neural qui est en train de se fermer. Avec les deux neuropores, donc les neuropores, ça veut dire que ce sont des orifices, hein, ce sont des trous, il y en a un qui est antérieur et il y en a un qui est postérieur. On le voit encore mieux ici. Neuropore antérieur, neuropore postérieur. Ici, en antérieur, on est dans la zone du futur encéphale.
Et donc, le neuropore antérieur va se fermer en premier, autour de J4, J25, et le neuropore postérieur, lui, se fermera après, autour de J26, J28. Donc, le tube neural, il n'est pas du tout délimité par la membrane pharyngienne en avant, ni la membrane cloacale en arrière, ou le nœud primitif, comme c'était indiqué dans le QC. Donc on passe maintenant à la 4e semaine de développement. Les étudiants se demandent quels sont les éléments impliqués dans l'applicature transversale. Alors dans le cours introductif sur la 4e semaine, on dit que l'applicature transversale est due à la croissance de la cavité amniotique, oui c'est vrai, du mésoblaste paraaxial bien sûr, et on rajoute également le neurectoblaste. Donc c'est une erreur, enfin le neurectoblaste, son rôle le plus important, c'est dans l'applicature longitudinale. Donc là, je voudrais apporter un erratum. Je vous laisse de toute façon le cours enregistré et les diapositives. Hein, donc c'est ce qu'on va revoir maintenant ensemble. Alors, cette plicature, hein, c'est l'étape de délimitation ou de morphogénèse de type 1. Donc, au début, le disque embryonnaire, il est plat. Il était didermique, il est devenu tridermique après la gastrulation. Et ce disque embryonnaire tridermique, il n'est pas délimité. C'est un disque plat qui est limité en haut par la cavité amniotique, en bas par la vésicule vitéline, secondaire. L'embryon définitif, lui, il va être cylindrique, refermé sur lui-même, délimité et entouré par de l'épiblaste secondaire. Et il sera relié au chorion par le cordon ombilical. Donc il va y avoir, le disque embryonnaire tridermique va subir 2 phénomènes de plicature, une selon un axe transversal et l'autre selon un axe longitudinal. Donc c'est ce qu'on peut voir sur le résumé de ces schémas. Il y a une plicature qui est longitudinale, ça veut dire crânio-caudale. Donc là, c'est une vue longitudinale d'embryon. Il faut apprendre également à les reconnaître. Vous voyez que c'est une vue longitudinale parce que ici, vous pouvez voir le pédicule embryonnaire. C'est une coupe qui passe par le pédicule embryonnaire et vous pouvez voir en avant ce développement ici du neurectoblaste qui va former le futur encéphale. Ici, la vésicule vitéline secondaire qui est en train de s'internaliser progressivement, on va y revenir. L'applicature transversale, elle, c'est selon un axe droite-gauche. Donc là, on ne voit pas le pédicule embryonnaire. Par contre, ce qu'on voit bien, c'est l'intérieur de l'embryon avec le tube neural, le mésoblaste. Alors, tout d'abord, l'applicature dans le sens longitudinal. Elle est surtout liée au développement du neurectoblaste. Ce développement du neurectoblaste, il est majeur, ici, au niveau crânial. Donc, il y a une saillie de toute cette partie crâniale, et vous comprenez bien que, du coup, ça apporte un poids supplémentaire, en fait, de cette partie crâniale. Et donc, ce poids supplémentaire, il va aider l'embryon à se replier sur lui-même. La thèse, si vous voulez, le futur encéphale va tomber vers l'avant et aider au repliement sur lui-même. Pour aider, il y a également une poussée de la cavité amniotique. Cette poussée de la cavité amniotique, elle aide à plicaturer l'embryon dans les 2 axes, longitudinal et transversal. Elle a un rôle dans les 2. Donc ici, on voit la cavité amniotique, elle va pousser comme ça vers le haut et surtout pousser sur les côtés, selon l'axe des flèches bleues que vous pouvez voir. Tout ceci, ça entraîne au niveau de l'extrémité crâniale une bascule à 180 degrés, c'est ce que vous pouvez voir sur les schémas successifs, et donc la partie crâniale vient plonger sous la face ventrale. Ainsi, elle va refouler la zone cardiogène qui, vous vous rappelez, était située en avant de la membrane pharyngienne. Donc ça me permet d'internaliser ici la zone cardiogène. Et enfin, au niveau de l'extrémité caudale, il y a quand même un développement du neurectoblaste qui est moindre, qui n'a rien à voir avec celui qui se passe en crânial, mais néanmoins, il y a quand même une petite bascule également sur la face ventrale de l'embryon. Donc ça, c'est pour l'applicature longitudinale. Donc quand on regarde une coupe longitudinale d'embryon, ici la partie crâniale, avec le neurectoblaste qui est très développé dans la partie antérieure, l'embryon qui est tridermique, le pédicule embryonnaire qui contient ici
cette petite excroissance de la vésicule vitelline secondaire, est-ce que vous connaissez son nom? Je vais regarder dans le chat. Ouais, la lantoïde, bravo, très bien. Très, très bien. Donc avec ici, la lantoïde. Et je vais en reparler plus tard parce qu'on m'a demandé également de faire un rappel là-dessus, mais au stade maximal de plicature, que l'embryon est complètement délimité. Donc, ce que vous voyez en bleu, c'est la poussée de la cavité amniotique. Donc, elle pousse vers le haut. Vous allez voir qu'elle va pousser le mésenchyme extra-embryonnaire pour effacer le cellome externe. Donc, la cavité amniotique, elle grandit vers le haut, mais également vers le bas et vers les côtés pour engendrer ce phénomène de poussée. Et donc, ça vient rapprocher le pédicule embryonnaire, que vous voyez ici avec la lantoïde, que l'on retrouve ici, du pédicule vitellin qui vient de se former. On y revient après sur le pédicule vitellin. Donc, au moment de l'applicature longitudinale, les deux extrémités crâniales et caudales se plient sur la face ventrale de l'embryon, elles se rapprochent et elles viennent ici étrangler la vésicule vitelline secondaire. Et donc là, on comprend bien que ça rapproche le pédicule embryonnaire ici et le pédicule vitellin qui est formé du canal vitellin ici. Le canal vitellin, c'est la portion qui va relier l'intestin primitif et la vésicule vitelline secondaire. Vous vous rappelez que l'intestin primitif, c'est une partie de la vésicule vitelline secondaire qui a été internalisée dans l'embryon. Alors, le pédicule vitellin. Le pédicule vitellin, alors je vous ai mis, voilà, c'est ce que vous voyez ici en rose, le pédicule vitellin. Il est formé du canal vitellin, c'est donc ce canal, ici, que l'on peut suivre le long de ma flèche, entre l'intestin primitif internalisé dans l'embryon et la vésicule vitelline secondaire, qui après prend le nom de vésicule ombilicale. Donc, ce pédicule vitellin, il contient le canal vitellin, il contient du mésenchyme extra-embryonnaire, bien sûr, et il va contenir également des vaisseaux. Ce sont des vaisseaux vitellins. Ici, en bleu, c'est le pédicule embryonnaire, qui lui contient la lantoïde, en jaune, du mésenchyme extra-embryonnaire, bien sûr, et les vaisseaux. Le cordon ombilical, il va se former par la fusion de ces deux pédicules. Le cordon ombilical est donc formé par l'association du pédicule vitellin et du pédicule embryonnaire. Excusez-moi, Madame Lomira. Dans le cours, ils parlent de la vésicule ombilicale. Du coup, je voulais savoir si vous pouvez faire un petit débrief là-dessus parce qu'ils comptent la vésicule ombilicale dans le canal vitellin. Oui, alors c'est ce que... en fait, la vésicule ombilicale, elle y est au début dans le canal vitellin. Et alors, est-ce qu'on voit mieux là? Je vous l'ai mis. Donc, j'ai passé quelques diapos, mais j'y reviendrai. Ici, c'est votre cours sur le placenta. Et effectivement, on dit que la vésicule ombilicale, elle peut faire partie de ce pédicule vitellin. Donc, moi, ce que j'avais l'intention de vous dire à propos de cette diapositive, c'est qu'elle est vraiment extrêmement détaillée, normalement avec également la partie de l'intestin primitif, en fait, qui fait un petit peu saillie au début. Et je voulais proposer aux étudiants de ne pas retenir cette partie de cours. Donc ça, c'est très important. Je ne ferai pas de questions sur cette partie de cours parce qu'elle est un peu complexe. Donc, ce qu'il faut retenir au stade embryonnaire, enfin à la 4e semaine,
Parce qu'après, au niveau du placenta, ce sont des stades plus tardifs. Donc, ça peut. J'ai vu dans vos questions qu'on a des choses qui chevauchent pas mal avec ces cours. Je vais me remettre ici. Donc, ce que je vous demande de retenir, c'est bien ça. Et que donc, la vésicule ombilicale, ou la vésicule vitéline secondaire qui est exclue, elle ne fait pas partie du pédicule vitellin. Donc, vous retenez ça comme ça pour l'instant. C'est OK pour tout le monde? Je ne vois pas ce que vous dites. OK, donc je poursuis. L'applicature transversale, quant à elle, elle est essentiellement liée ici à cette poussée de mésoblaste paraaxial. Le mésoblaste paraaxial, il est de part et d'autre et c'est celui qui entoure la corde et le tube neural. Et elle se fait également grâce à la poussée de la cavité amniotique. Donc c'est ce que je viens de dire. Donc il y a un développement très important du mésoblaste paraaxial, des somites, qui viennent faire saillie sur la face dorsale de l'embryon et une augmentation du volume de la cavité amniotique. Donc en parallèle, la sphère choriale en périphérie, elle ne grandit pas beaucoup par rapport à l'hyperdéveloppement de la cavité amniotique et au développement du disque embryonnaire tridermique. Donc tout ça, ça force l'embryon à se replier sur lui-même. Par ailleurs, il y a également une stagnation du volume de la vésicule vitéline secondaire qui facilite en fait le repli sur les bords latéraux de l'embryon. Donc ça, c'est l'applicature transversale et on voit que le neurectoblaste ne joue pas de rôle dans cette applicature. Donc le disque embryonnaire se replie sur lui-même, les bords latéraux de l'embryon se rapprochent et viennent fusionner. Donc tout se soude sur la ligne médiane et au final, l'embryon, il est entouré en bleu ici d'épiblastes secondaires. Il est complètement entouré d'épiblastes secondaires. Ici, le cordon ombilical, lui, il est tapissé par l'amnios. Et le cordon ombilical, c'est pas l'embryon. L'embryon, il est vraiment complètement délimité par cet épiblaste secondaire qui va participer à la formation de l'épiderme, à la formation de la peau. La vésicule vitéline secondaire, que je vous ai schématisée ici en jaune, elle est internalisée dans l'embryon et forme l'intestin primitif. Et enfin, en vert, ici, il y a une partie de cellome qui s'est fait emprisonner dans l'embryon, et c'est ce que l'on nomme maintenant le cellome interne. Cette croissance de la cavité amniotique, elle va avoir une conséquence importante, c'est celle d'effacer, de faire disparaître le cellome externe. Donc la cavité amniotique pousse, et donc la lame amniotique qui la tapisse vient se coller contre la lame choriale en périphérie. Et il y a donc une fusion de ces feuillets. Progressivement, avec la poussée de la cavité amniotique, le cellome externe est complètement obturé et disparaît. Donc à la fin de la délimitation, on obtient un embryon tridermique qui est rattaché à la sphère choriale par le cordon ombilical. L'embryon est contenu dans la cavité amniotique et en périphérie, nous avons la sphère choriale qui est formée de mésenchymes extra-embryonnaires, de cytotrophoblastes et de syncytiotrophoblastes. Donc là, c'est ce que je viens de vous dire. Les parois latérales de l'amnios se rapprochent et forment le cordon ombilical. Donc, quelles sont les conséquences de cette plicature? Donc,
À gauche, c'est l'embryon tridermique avant délimitation. À droite, c'est après délimitation. Donc ici, vous avez la cavité amniotique, la vésicule vitelline secondaire, l'allantoïde, le mésenchyme extra-embryonnaire, le cellome externe qui est très volumineux. La cavité amniotique, vous voyez, elle se développe énormément. Elle pousse et elle force la lame de mésenchyme amniotique à venir se rapprocher de la lame choriale. La vésicule vitelline secondaire, qui était ici, se retrouve internalisée. Le cellome externe, qui était très représenté, très grand, ici en vert, ne représente qu'une fine couche ici, enfin c'est pas une couche, pardon, qu'un fin espace ici, puis va complètement disparaître, être oblitéré. Et l'embryon, qui était tridermique et plat, est devenu cylindrique. Donc c'est suite à la remarque, je ne sais pas si c'est Lisa qui avait pris la parole, je n'ai pas fait attention. Donc voilà la constitution du cordon ombilical telle que, voilà, je souhaite alors, oui, hop, telle que je souhaite que vous la reteniez. Donc cette diapositive-là sur, votre cours sur le placenta, je ne ferai pas de questions dessus cette année. Donc c'est cool, ça vous fait un petit truc en moins. Alors à propos de la 4e semaine de développement, les étudiants aimeraient savoir à quel jour apparaissent les premiers battements cardiaques. Alors, les premiers battements cardiaques, on dit que c'est à J22, mais comme je vous ai dit, on n'est pas à un jour près et selon certaines références, ça peut varier. Je préfère qu'on retienne J22, mais je ne ferai pas de questions pièges dessus. Si jamais je devais faire un QCM, je vous mettrai J10 ou J40. Hein, ça ne sera jamais entre le J22 et le J23, ne vous inquiétez pas. À propos de ce QCM, donc c'est le schéma qu'on vient de revoir tous ensemble, l'étudiant ne comprend pas pourquoi l'item D est compté comme vrai. En effet, il lui semblait que ce n'était pas de l'épiblaste secondaire au niveau du cordon ombilical, alors que l'item précise entièrement cerné. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir compris. Hein, l'embryon, il est vraiment entièrement entouré d'épiblastes secondaires. Les amnioblastes, que l'on retrouve contre la paroi au niveau de l'amnios et qui vont limiter ici le cordon ombilical, ils ne délimitent pas l'embryon. Hein, donc effectivement, l'embryon, à son milieu, il y a le cordon ombilical qui va former votre futur nombril, hein, qui est ici, qui est au milieu, mais ça ne constitue pas l'embryon. L'embryon, c'est très important, il faut vraiment retenir qu'il est complètement entouré d'épiblastes secondaires. Les étudiants se demandent si l'on peut encore parler d'ectoblastes à la fin de la 3e semaine ou durant la 4e semaine. Alors normalement, on ne peut pas employer le terme d'ectoblaste seul. Hein, donc j'ai revu ce cours. Après, sur les diapositives d'après, je vous propose un erratum pour que vous l'ayez tous. En fait, il faut parler d'épiblastes secondaires. Mais comme vous le savez, en embryologie, il y a de très nombreuses... la terminologie est très vaste. Et vraiment, dans les références, on peut trouver de très nombreuses variations. Et donc, dans ce cours, je pense qu'avec l'enseignant, on voulait parler d'ectoblastes de recouvrement. Néanmoins, ce terme, il ne faut pas l'employer et je veux que vous l'oubliez. Donc, on va considérer que ce qui a été dit dans le cours d'introduction sur la S4 est erroné et qu'il faut parler d'épiblastes secondaires. J'avais fait à l'époque, pour les années précédentes, un petit récapitulatif puisque c'est quelque chose qui posait parfois problème. Donc, vous vous rappelez, au tout début, la masse cellulaire interne, elle se différencie en épiblaste primitif et en hypoblaste. Ensuite, il y a l'étape de gastrulation qui aboutit à la formation des 3 feuillets. Donc, l'épiblaste primitif, lui, se différencie en ectoblaste. Et ensuite, il y a l'étape de neurulation. Lors de cette étape de neurulation, la partie qui est en avant du nœud primitif et qui constitue la plaque neurale se différencie en neurectoblaste. Et tout le reste devient de l'épiblaste secondaire, que l'on appelle également l'ectoblaste de recouvrement, mais que je vous demande pour vous d'oublier.
Donc, avec la formation de la plaque neurale, l'ectoblaste évolue en neurectoblaste. Ce sont les cellules ectoblastiques qui constituent la plaque neurale. Et l'épiblaste secondaire, ce sont les cellules ectoblastiques qui ne rentrent pas dans la constitution de la plaque neurale, c'est-à-dire toutes les autres. Donc ça, vous l'aurez, hein, voilà, je vous laisse ça et je vous ai mis du coup quelques corrections. Pour ceux qui ont la Ronéo, c'est des extraits de la Ronéo que j'ai pris, mais du coup ça me semble important, je le marquerai également sur Moodle pour que tout le monde puisse y avoir accès. Alors ensuite, sur le cours du 3e mois. Alors c'est encore un QCM qui vous pose problème. Alors ce sont vraiment des QCM de fin de cours, d'ailleurs moi il y a une partie des QCM, pour moi c'est des questions de réflexion. Et effectivement, l'item A, on vous dit que le diagnostic du sexe peut se faire par échographie au 5e mois de développement fœtal. Alors, le diagnostic du sexe peut se faire dès le 3e mois, effectivement. Donc, s'il peut se faire dès le 3e mois, il peut se faire au 5e mois. Donc, l'item n'est pas assez précis ou pas assez bien formulé. On aurait pu vous dire le diagnostic du sexe peut se faire se fait à partir du 5e mois, et là, ça aurait été faux, puisque ça commençait à partir du 3e mois. Mais cet item est pas bien posé, donc je n'ai pas d'explication complémentaire à vous fournir. C'est un item qui n'est pas assez précis, à mon sens. Alors, toujours sur le cours du 3e mois, le lanigo et le vernix caseosa persistent à la fin de la grossesse. Alors, je pense également que là, il y a une erreur en fait dans la correction et dans la formulation. C'est vrai que pour les examens, c'est très important pour vous, c'est également très important pour nous, il faut être très précis. Donc dans le cours, il est dit texto que le lanugo et le vernix caseosa régressaient progressivement et disparaissent peu de temps après la naissance. Hein, donc c'est ça qu'il faut retenir, c'est ça qui est vrai. Annexe fétale et placenta. Dans le cours sur les annexes fétales, voilà, il est dit qu'au niveau du col utérin, on ne retrouvera plus de caduc pariétal, mais seulement la membrane chorioamniotique. Donc ça, c'est vrai. Un étudiant se demande pourquoi l'on ne parle plus de la caduc ovulaire, qui devrait être aussi présente. Alors, on ne parle plus vraiment de la caduc ovulaire parce qu'elle vient fusionner avec la caduc pariétale. Hein, c'est ce que vous voyez dans cette diapositive de cours que je vous ai remis. Donc, ce faisant, comme elle fusionne, on considère qu'ici, comme il n'y a pas de caduc pariétal, il n'y a pas non plus de caduc ovulaire. Donc, c'est vraiment ça ce qu'il faut retenir. Comme il n'y a pas de caduc pariétal au niveau du col, on considère qu'il n'y a que la membrane chorioamniotique, ici en orange. Et c'est très compréhensible hein, parce que l'embryon, au moment de l'accouchement, il va rentrer dans la sphère génitale, ici, au niveau du col. Hein, donc il faut que cette membrane chorioamniotique elle soit suffisamment résistante pour contenir l'embryon, mais qu'en même temps, elle puisse céder pour permettre le passage de l'embryon, du fœtus, pardon. Donc, c'est pour en revenir, donc au niveau du col utérin, on ne retrouve plus que de la caduc pariétale. Donc au niveau du col utérin, on retrouve seulement la membrane chorioamniotique et à compter vrai. Alors, voici la coupe histologique qui vous a posé problème. Donc c'est une jolie coupe. Ici, vous voyez ce feuillet cellulaire hein, de cellules cubiques jointives qui correspondent ici à aux amnioblastes. Pardon. Ici, on a le mésoblaste extra-embryonnaire. Donc, d'ailleurs, hein, dans ce cours, on fait mention de mésoblaste extra-embryonnaire, mais c'est du mésenchyme. Donc, c'est encore une fois une différence de sémiologie, de terminologie, mais on avait fait un point avec les tuteurs et donc on vous demandait, on retiendra qu'il s'agit de mésenchyme. Alors, un étudiant fait remarquer que l'amnios et la lame amniotique sont séparées. Or, on sait que l'amnios, c'est la lame amniotique plus les amnioblastes.
Donc effectivement, ça peut porter un petit peu à confusion. Donc la myose, c'est tout ça en rouge, hein, la flèche rouge que je vous ai mis. Et donc c'est formé de mésenchyme extra-embryonnaire, d'un feuillet de mésenchyme, et c'est tapissé par un feuillet de cellules épithéliales que l'on appelle les amnioblastes. Donc ici, on a la cavité amniotique, et là, on est au niveau de la couche spongieuse de l'endomètre. Alors encore une fois, du coup, avec ce cours, il y a une imprécision qui apparaît avec le cours sur la première semaine, puisque dans la première semaine, on nous dit que les caducs se situent entre le myomètre et l'embryon. Alors oui, effectivement, on dit tout à fait ça dans le cours sur la première semaine, et c'est vrai que jusqu'à présent, on ne détaillait pas précisément la couche spongieuse, la couche compacte au niveau de la formation des caducs. Maintenant que vous avez eu ce cours sur les annexes et sur la formation du placenta, ce qu'il faut retenir, c'est que les caducs, elles vont reposer sur une couche d'endomètre qui ne se décidualise pas. Hein, la couche la plus profonde, en fait, celle qui est au contact du myomètre, elle ne va pas se décidualiser, elle reste spongieuse. Donc je vous demande de retenir ici ce qui est en rouge. Et j'apporterai la prochaine fois une nuance pour ce que l'on dit sur la première semaine. Face à un item de ce type, le mésoblaste intra-embryonnaire donnera 3 cordons. Est-ce qu'on compte juste? Est-ce qu'on compte faux? Alors, moi, je ne fais pas de piège comme ça lors des QCM à l'examen. C'est pareil sur le nombre de somites, paires de somites, etc. Mais c'est vrai que ce sont parfois des QCM qui sont importants à ce que vous travaillez avec le tutorat ou même avec certains concours blancs parce qu'ils vous font réfléchir. Donc là, ce qui est important pour vous en tant qu'étudiant de savoir, c'est qu'effectivement, il y a 3 cordons de chaque côté. Donc le mésoblaste intra-embryonnaire, il forme au total 6 cordons, 3 cordons de chaque côté. Ces cordons, ce sont le mésoblaste paraaxial, intermédiaire et latéral. Concernant le cours sur la période fœtale, on dit qu'entre le 6e et le 7e mois, la peau devient lisse et qu'ensuite il y a la mise en place du panicule adipeux sous-cutané. Alors, le panicule adipeux, il se met en place au 7e mois. Donc, c'est vrai qu'à un moment dans le cours, il est dit le panicule se met en place lors des 2 derniers mois. En fait, c'est là où il prolifère le plus, où il est bien visible, hein, même à l'échographie. En fait, on voit ces petites boules graisseuses. Hein, le bébé à naître devient dodu, entre guillemets. Hein, il a ce panicule adipeux qui prolifère. Mais sa mise en place, le début, ça commence au 7e mois. Dans le cours d'intro à la S4, on dit que les placodes olfactives, otiques et cristalliniennes se mettent en place à la S4. Donc ça, c'est vrai. Hein. Donc toutes les placodes, elles apparaissent à la 4e semaine. C'est hyper important, vous devez le savoir. Et après, du coup, on me fait la remarque, dans le cours sur le devenir de l'épiblaste secondaire, on nous dit que les placodes olfactives apparaissent à la S5. Alors, ce n'est pas ce qui est dit. Hein. On dit que les placodes olfactives, elles se développent à partir de la 5e semaine. Donc je pense que là, ce qu'on veut dire, en fait, c'est que là, elles se mettent à se différencier. Le terme de développer, c'est se différencier. Mais elles apparaissent vraiment en même temps que toutes les placodes apparaissent en même temps, et c'est à la S4. Dans le cours sur l'évolution de l'épiblaste secondaire, ah oui, voilà, il y en a plusieurs qui voulaient un récapitulatif sur la formation de l'appareil auditif. Alors, ce que vous devez vraiment savoir, c'est que l'appareil auditif, il va faire intervenir 2 structures différentes. L'appareil branchial, qui est la partie la plus antérieure de l'intestin pharyngien, de l'intestin primitif antérieur, et il fait intervenir également l'épiblaste secondaire. Donc c'est ce que l'on voit ici sur ce schéma. On a l'épiblaste secondaire qui tapisse l'embryon, et on voit l'apparition des placodes. Donc là, on est à la 4e semaine, les placodes sont apparues, et en fait, au fur et à mesure, elles vont s'invaginer, hein, c'est-à-dire rentrer dans le mésenchyme sous-jacent. Hein, ces processus d'invagination, on les a beaucoup vus, hein, c'est comme par exemple pour le tube neural. Donc elles rentrent comme ça dans le mésenchyme sous-jacent, et si vous reconnaissez le tube neural, et c'est intéressant parce que sur la flèche, on vous l'a indiqué comme rhombencéphale.
Hein, vous vous rappelez qu'au niveau de l'encéphale, au niveau de la partie la plus antérieure du tube neural, il y a une différenciation en rhombocéphale, métencéphale et myélencéphale après. Donc, ça va rentrer ici au fur et à mesure. La placode otique va former ensuite les vésicules otiques que vous voyez ici et qui forment ce que l'on appelle l'épithélium sensoriel de l'oreille interne. L'oreille interne, c'est un organe qui est extrêmement complexe parce qu'il va participer à la fois à l'audition, mais également à l'équilibre. Vous verrez plus tard dans vos études qu'il y a de nombreuses pathologies qui touchent à l'oreille interne et qui peuvent entraîner des vertiges, hein, des troubles de l'équilibre chez les gens. Donc si l'on reprend les schémas que je vous présente dans le cours sur l'entoblaste, on a donc ici notre intestin pharyngien, hein, qui est formé de poches. Et ces différentes poches, elles sont sur la face interne, ici tapissées d'entoblastes, et sur la face externe, donc c'est moins visible ici, tapissées par l'épiblaste secondaire, ce que l'on peut voir ici. Donc concernant les poches entoblastiques, la première poche, elle va former l'oreille moyenne, c'est-à-dire la face interne du tympan et la trompe d'Eustache. Et la première poche épiblastique, donc celle qui est à l'extérieur, elle va participer à la formation de l'oreille externe, et notamment du tympan et du conduit auditif externe. Donc l'appareil branchial, lui, est à l'origine de l'oreille externe et moyenne, alors qu'ici, au niveau des placodes, ça va être essentiellement l'oreille interne. Donc c'est ce que vous voyez très bien dans ce schéma qui est extrait du cours, hein, qui récapitule bien la formation. Donc au niveau de l'oreille externe, donc ça c'est l'oreille externe définitive, hein, c'est toute cette partie qu'on appelle le pavillon, et en fait, elle se forme à partir de différents bourgeons, de 6 bourgeons que l'on appelle les bourgeons auriculaires, qui vont se différencier et proliférer pour aboutir à l'oreille définitive. Donc l'oreille externe, elle dérive des arcs bronchiaux. L'oreille moyenne, elle va également dériver des arcs bronchiaux. Et l'oreille interne, elle va participer à la formation de la vésicule otique. Donc ça, ce sont des schémas très complexes sur lesquels je ne vous interrogerai pas, que je ne vous demande pas de retenir, mais ça vous permet d'illustrer cette partie de cours. Alors, c'est fini avec les questions que vous m'aviez communiquées. Je voulais bien sûr remercier beaucoup Claire, Lisa et Quentin parce qu'ils ont vraiment fait un travail remarquable, c'était pas facile. J'espère que cette séance de révision, elle vous a aidé. Alors, vous subissez effectivement une réforme, hein, de la première année de médecine, mais également une réforme des enseignements, hein, puisque là, ce sont des enseignements que l'on a fait au niveau national, donc on a essayé d'homogénéiser au plus les terminologies, et donc par rapport au QCM que vous pouvez trouver sur les années antérieures, il peut y avoir un petit peu parfois des discordances, ou comme on l'a vu dans le cours, il y a encore parfois peut-être des choses à revoir et à mettre en place. Alors ne vous inquiétez pas sur tout ce qu'on a vu ici, hein, vous aurez accès au diaporama et les corrections seront effectuées. Ce que je voulais vous dire également, c'est que c'est aussi pour nous très particulier. Donc là, je ne vous vois pas non plus aujourd'hui, mais d'habitude, j'ai quand même plusieurs heures de cours. Donc il y en a quand même pas mal qui venaient en embryo pour assister à toutes ces explications. Et donc, c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre. Et même pour vous, d'apprendre tout ça sur des vidéos, je pense que ça n'a pas dû être aisé. Donc, il serait intéressant en juin, hein, plus tard, hein, une fois qu'on aura fait également le deuxième semestre pour ceux qui seront en passe avec moi, qu'on fasse un petit point sur ces vidéos et que vous nous fassiez un retour. Alors, c'est vrai qu'elles ne sont pas chapitrées, certaines sont un peu longues, mais c'est parce qu'il y a les QCM à la fin. Ce que je voudrais savoir également, c'est si vous les avez vraiment vues ou pas, ou si vous êtes un petit peu fiés finalement à tout ce magnifique travail qu'ont fait les tuteurs. Alors, je vais juste regarder le chat pour savoir s'il y a quelques remarques avant de terminer.
Alors, je n'interrogerai pas sur la formation du cordon ombilical au niveau du cours sur les annexes fœtales. Alors, la différence entre les arcs bronchiaux et les poches, c'est assez important, ça. C'est pas la même chose, mais c'est vrai que là, peut-être que je suis allée un peu vite, puis j'ai pas le schéma. Les arcs bronchiaux, en fait, c'est ce que vous avez au centre. Hein, l'arc branchial, c'est vraiment tout ça. Donc, c'est le centre, hein, c'est constitué de mésenchymes, de cartilage, de vaisseaux, etc. C'est tout ça, l'arc. Et les poches, qu'on appelle parfois aussi les sillons, c'est les replis. Hein, c'est les replis de part et d'autre. Donc là, il y a une poche qui est ectoblastique sur le versant, épiblastique, on dit parfois ectoblastique, sur le versant externe, et à l'intérieur, vous avez une poche qui est entoblastique. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire où se trouve le mésoblaste et le mésenchyme au niveau encéphalique ou S4? Je ne comprends pas la question. Alors, il y a une petite question sur le mésoblaste et le mésenchyme. Ah oui, parce que OS4, oui, considérez que tout est du mésenchyme. Alors, c'est pareil, hein, ce sont vraiment l'embryologie, c'est une discipline, enfin, moi je trouve passionnante, mais qui est aussi complexe et on apprend, elle évolue. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que le mésenchyme et le mésoblaste, c'est approximativement le même tissu, sauf qu'il y a une différence de condensation. Hein, le mésoblaste, c'est un tissu qui est dense. Donc, pour vous, retenez que le mésoblaste, il est essentiellement où? Il est intra-embryonnaire. Et c'est lui qui va former du coup le mésoblaste enfin les trois cordons, hein, le mésoblaste paraaxial, latéral et intermédiaire. Écoutez, je vous souhaite à tous de bonnes révisions, bon courage pour cette dernière ligne droite. S'il y a encore quelques questions au tuteur et des questions auxquelles ils n'arriveraient pas à répondre, ils me les transmettront et j'y répondrai du coup jusqu'à samedi prochain. Après, au-delà, je ne répondrai plus à vos questions. Bon courage à tous, bonne révision. Merci. Merci. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Oui, vous aussi. Merci beaucoup. Merci, merci. Ouais, merci beaucoup. Merci. 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 C'est gentil. Courage Merci, madame. à tous. Merci.